Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la revue Dynasty pour une interview avec un invité spécial. Aujourd'hui, on va pas être avec un prince, mais on va parler d'un empereur. Bonjour David Chantrane. Bonjour. Est-ce que pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas encore, vous pouvez rappeler qui vous êtes, votre parcours brièvement, vos livres aussi, puisque vous avez écrit récemment un livre sur Jacques-Louis David. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours? Oui, alors je suis historien de l'art, spécialiste notamment donc des deux empires et plus particulièrement du Premier Empire. J'ai publié une quinzaine d'ouvrages à peu près sur cette question-là, et le plus récent effectivement, Jacques-Louis David, l'empereur des peintres, aux éditions Passé Composé, qui est sorti à l'occasion du bicentenaire de la mort du peintre, qui, vous le savez sans doute, était décédé donc le 29 décembre 1825, et qui a fait une grande partie de sa carrière, alors bien sûr une partie sous la Révolution, mais une grande partie de sa carrière notamment sous l'Empire. Il était premier peintre de l'empereur. Et je suis par ailleurs non seulement directeur des sites patrimoniaux de la ville de Rueil-Malmaison, mais également, donc, nous sommes ici au siège du Souvenir napoléonien. Je suis le rédacteur en chef de la revue du Souvenir napoléonien, qui est une association qui existe depuis 1937 et qui est basée à Paris depuis les années 50. D'accord. Donc vous avez écrit ce livre-là, vous travaillez aussi avec cette revue, mais ce n'est pas le seul livre que vous avez écrit, vous avez écrit d'autres livres. D'autres ouvrages, oui. D'autres ouvrages consacrés essentiellement effectivement à Napoléon. Je suis historien et historien de l'art, donc j'ai alterné souvent entre les livres illustrés, les travaux sur les représentations, sur la façon dont la politique peut être utilisée, en particulier à travers ces différents médias, à une époque, évidemment, où la télévision, la photographie même n'existe pas, ni le cinéma. Donc, une façon aussi d'appréhender un personnage et une façon dont on l'a représenté avec toujours le prisme de la peinture en particulier, ou de la gravure, donc avec une interprétation. Et c'est tout le sens des ouvrages, c'est de pouvoir décrypter aussi ce travail. Et qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce fait d'écrire des ouvrages? Est-ce que c'est toute la partie enquête, la partie recherche, la partie écriture, ou bien sûr, la volonté de transmettre? Il y a tout ça à la fois. Au départ, c'est la recherche pure, parce que l'historien, comme son nom l'indique, c'est l'enquête. Donc on est dans une enquête, on est à la recherche du document rare, on est à la recherche aussi d'éléments qui n'ont pas toujours été trouvés. Alors d'abord, il y a déjà une énorme littérature, en particulier sur Napoléon, qui a été faite au fil du temps. Mais dans tout cela, il faut essayer de démêler le vrai du faux, de voir un petit peu ce qui relève de la légende noire ou de la légende dorée. Et en sortant un petit peu de ce contexte toujours un peu passionnel, justement dépassionner le caractère, essayer de montrer justement comment on peut travailler de façon apaisée avec des documents, avec des archives, et de mettre tout ça effectivement le plus accessible pour le grand public, parce que c'est d'abord ça, il faut aussi toucher le grand public. Ça peut arriver de faire des colloques, des interventions universitaires, et ça m'arrive, puisque je suis chargé de cours à la Sorbonne et puis à Paris-Est. Vous avez étudié là-bas justement à la Sorbonne? J'ai étudié à la Sorbonne, j'étais notamment l'élève de Jean Tullard, ce qui montre aussi cette filiation à la fois d'intérêt et puis de travaux notamment sur cette période. Le plus compliqué, est-ce que c'est de chercher tout ce qui va être les faits, ou c'est plutôt raconter l'histoire? Parce qu'en effet, il y a déjà beaucoup d'ouvrages sur Napoléon, peut-être moins sur Jacques-Louis David. Qu'est-ce qui est plus compliqué justement? Parce qu'on en a beaucoup. Pourquoi une différence? Pourquoi D'abord, c'est un peu comme dans un film, il faut trouver déjà une bonne histoire. C'est-à-dire essayer un angle qui a été moins abordé. Ça a été le cas, je l'ai fait sur l'Insulaire par exemple, qui était un livre où je m'étais intéressé qu'à la vie sur les îles de Napoléon. Alors, il n'est pas uniquement ilien, puisqu'il a vécu beaucoup, évidemment, sur le continent. Mais c'est vrai que les îles ont été des moments forts de sa carrière, des moments forts de son destin. Ça commence sur une île, Napoléon, le 15 août 1769. Ça se termine sur une île, évidemment, Sainte-Hélène. Et entre-temps, les îles ont été des marqueurs forts de son destin, de son parcours. Donc j'avais choisi cet angle-là. C'est-à-dire je m'étais installé entre guillemets, où je racontais les choses depuis l'île d'Aix, qui était une des grandes étapes avant son départ pour le dernier exil. Et en flashback, je revenais sur les moments forts marqués par les îles, que ce soit effectivement la Corse, la Sardaigne, Malte, l'île de la Cité, parce que le moment où il se couronne empereur, c'est sur une île. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas. Et ça n'est pas anodin, le choix de, bien sûr, Notre-Dame, c'est sûr, mais le fait de le faire sur une île n'est pas tout à fait anodin. Et puis ensuite, des îles aussi qui ont été marquantes. Une île provisoire, Tilsit, c'est un radeau, mais c'est une île
entre deux moments, entre deux souverains, Alexandre et Napoléon, et puis ensuite des îles plus connues, bien évidemment, l'île Lobo, au moment de la préparation de la bataille de Wagram, l'île d'Elbe, qui est le moment de son premier exil, et puis l'île d'Aix, où on revient au moment de ce livre, où on revient à l'île d'Aix parce que c'est là que finalement le dernier choix de Napoléon se présente. Faut-il refaire la guerre ? Faut-il négocier pour essayer de partir aux États-Unis ? Ou au contraire, faut-il se rendre aux Anglais ? Il choisit la dernière option, vraiment un peu contraint et forcé, et finalement il se retrouve à vivre ces 1973 jours qui lui restent à Sainte-Hélène, où il arrive à la mi-octobre, et il reste là jusqu'au mois de mai 1821. Donc Napoléon, une véritable passion. Oui, une passion pour la période. C'est un moment fort de notre histoire. Il y a le côté effectivement toujours un peu difficile de trouver des choses un peu nouvelles. Et puis, comme je le disais, souvent Napoléon intéresse des personnes, parfois pour des mauvaises raisons. Donc, le travail de l'historien, c'est d'essayer de prendre un peu de hauteur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas alimenter la passion des uns ou des autres, ou la détestation, Bien sûr, parce que aussi. Napoléon ne reste pas indifférent. Mais notre rôle, justement, c'est d'essayer d'apporter des éléments, de montrer des angles de point de vue différents. Et tout le travail consiste justement à le rendre accessible, mais le plus neutre, si l'on peut dire, par rapport à 2 siècles d'une littérature qui a été opposée. Et donc l'intérêt, c'est de rendre les choses les plus intéressantes, sans pour autant se donner trop dedans de façon personnelle. Et c'est tout le sens justement du travail de l'historien. Et c'est une passion qui vous anime depuis tout petit, ou c'est quelque chose que vous avez découvert quand vous êtes passé à l'université par exemple, avec Jean Tullard, qui peut-être vous a... C'était avant, ça m'est effectivement arrivé vers l'âge de 10-12 ans. J'avais un grand-père qui était passionné d'histoire, qui me racontait énormément de poèmes de Victor Hugo, qui m'a fait découvrir le film Napoléon d'Abelgance. Donc je me suis passionné déjà pour des choses qui étaient marquantes pour un adolescent. Et puis ensuite, en creusant davantage, j'ai fait dans un premier temps une maîtrise d'histoire sur, on appelle ça un master 1 aujourd'hui, sur le sacre et son interprétation politique. D'accord. Et puis parallèlement, l'année suivante, puisque je faisais un double cursus en histoire de l'art, l'analyse de la représentation justement de ce sacre entre art populaire et art savant. Et en voyant comment les deux s'étaient alimentés l'un l'autre. Donc voilà, j'avais les éléments, la base, et puis ensuite j'ai terminé mon cursus avec Jean Tullard, et puis avec l'université de Paris-Sorbonne où j'enseigne déjà depuis presque 20 ans. Quand on travaille sur Napoléon, toute sa vie, en tout cas une bonne partie, est-ce qu'on finit par l'admirer, le critiquer peut-être, ou même peut-être par s'en méfier quand on plonge dans le personnage? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le travail même permet de prendre justement cette distance, parce qu'on lit tellement de choses contraires, antinomiques, qui se contredisent, qu'on cherche justement à en découvrir plus sans pour autant tout autant s'impliquer. Alors, je ne veux pas dire que c'est un sujet clinique et froid, ça reste une personnalité, et puis toute la période, parce que c'est ça qui est intéressant, les adversaires, les combats, les moments de paix, les négociations, les réalisations aussi politiques, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est toute une période. Ça n'est pas que le parcours d'un homme, c'est aussi tout ce que ça a pu impliquer en Europe et même au-delà. Donc tout ça est intéressant dans une période assez courte finalement, puisque c'est au bas mot, la première apparition véritablement publique, on va dire que c'est 1793, le siège de Toulon. Il y a déjà eu 3 choses avant, mais vraiment c'est le moment important. Et puis la mort de Napoléon, elle passe quasiment inaperçue au moment où ça arrive. Donc on va dire que c'est 20 ans, 25 ans, 30 ans maximum. Mais pendant ces 30 ans, que de choses se sont passées. À la fois déjà les suites de la Révolution, et puis c'était un bouleversement tout à fait exceptionnel en Europe et au-delà. Donc on est dans un contexte j'allais pas dire de basculement, mais assez intéressant. Et comme je le disais, ça reste des bases aussi pour notre société actuelle. Et en cela, ça reste intéressant. Quand on étudie, par exemple, lorsqu'on étudie les prud'hommes, qui datent de cette époque, on comprend dans quel contexte ça s'est passé et on voit ensuite l'évolution qui en arrive aujourd'hui. Le cadastre, c'est la même chose. La Banque de France, les lycées, le baccalauréat est tellement changé depuis sa création en 1808, ça n'a plus rien à voir. Mais pourtant, déjà dans l'idée qui présidait à cette création, il y avait des éléments intéressants qui restent encore pérennes. Donc, tout ça nécessite de prendre justement de la hauteur,
mais de se dire que ça peut aussi avoir des incidences, et c'est aussi intéressant en soi, c'est de travailler sur une matière qui a aussi des résonances par rapport à aujourd'hui. Alors on s'intéresse là à votre parcours, à votre travail. On va doucement évoquer la figure de Napoléon. Je vois qu'il y a un tableau, vous ne le voyez pas à la caméra, je vous mets un exemple. Il y a le tableau. Voilà. Du grand Saint-Bernard. Exactement. Est-ce que vous pensez que la légende de Napoléon naît de ses victoires Où est-ce qu'elle vient plutôt de ses défaites, de son exil? Quand est-ce que la légende de Napoléon commence en réalité? La légende, elle commence vraiment au moment de la campagne d'Italie. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, ça reste un personnage parmi d'autres. Au moment de la campagne d'Italie, il est l'un des premiers à utiliser de nombreux médias, que ce soit des journaux qu'il crée de toutes pièces, des tableaux qu'il commande et qu'il envoie ensuite à Paris ou qu'il fait exposer pour montrer à la fois l'incarnation de son pouvoir qui est en train de croître. Il n'est plus un général parmi d'autres. Et donc en cela, c'est intéressant de voir cette évolution. Et ensuite, cette légende ne va pas cesser. Et lui-même encore reste à la manœuvre au moment de Sainte-Hélène, en réunissant autour de lui des compagnons d'infortune pendant cet exil, à qui il va dicter des textes qui serviront énormément ensuite, une fois décédés, qui vont servir énormément, notamment pour toute la génération des romantiques. Et s'il n'y avait pas eu le mémorial de Sainte-Hélène et tous ces textes qui en ont été issus ou qui ont été réalisés à Sainte-Hélène, peut-être que le regard aurait été différent. Donc vraiment, toute la vie de Napoléon et tout son destin a été marqué par une volonté, d'un côté, de se faire justement cette image, on voit bien le grand Saint-Bernard, le sacre, des moments forts de sa carrière, et de l'autre, la réponse qui a été apportée par la caricature, par des ouvrages ou des peintures, des représentations justement qui cherchaient à le dénigrer. Et c'est tout ça qui est intéressant. C'est de montrer que c'est une façon de composer par rapport à une période qui reste encore aujourd'hui, alors avec des moyens totalement différents, mais qui reste encore une analyse assez vraie dans les moyens qu'on peut employer, dans la façon dont on va le faire et dans dans l'angle qui est choisi pour soit dénigrer, soit élever. Et tout ça, c'est fait à une période, je vous disais, où il y a 200 ans, où tout était inventé, et Napoléon était un grand personnage dans ce sens-là, un grand inventeur justement de communication. Il a fait une synthèse de tout ce qui était fait auparavant, et il l'a fait avec des moyens tout à fait importants, qui aujourd'hui n'ont plus comme une mesure avec ce qu'on connaît, mais qui sont les bases vraiment qui ont été jetées à cette époque. Et sans Jacques-Louis David, justement, est-ce que l'image de Napoléon serait la même aujourd'hui, ou est-ce qu'elle serait complètement différente? Est-ce qu'il a contribué d'une manière exceptionnelle? Vous évoquiez d'autres façons de mettre en avant l'image de Napoléon aussi. Mais est-ce que sans Jacques-Louis David, la postérité de Napoléon serait la même? Elle ne serait pas la même. D'abord pour deux choses. La première, pour les grandes compositions, des grandes scènes, que ce soit le sacre, que ce soit les grands moments de la vie de Napoléon, ou les allégories qu'il a utilisées pour montrer comment Napoléon voulait utiliser son programme et la façon dont il s'est présenté. Les Sabines, par exemple, en 1799, c'est le programme du consulat, c'est-à-dire l'unité nationale entre, comme c'était déjà le cas sous l'Antiquité, entre les Sabins et les Romains qui devaient cesser le combat. C'est l'idée que Napoléon souhaite mettre en place pour le consulat. Et de la même manière, à la fin du règne, le Léonidas aux Thermopyles, qui est un tableau un peu moins connu de David, c'est aussi un écho de la situation de l'époque, c'est-à-dire le chef de guerre entouré des derniers compagnons qui va se sacrifier finalement pour une cause commune et une cause noble. C'est exactement la situation de Napoléon en 1814. Donc ça, on va dire que les deux grandes compositions qu'on connaît, sont le passage du Grand Saint-Bernard et puis le tableau du sacre, la distribution des aigles, un peu moins le cas, puis tous ces éléments d'allégorie sont là pour identifier les choses. Et puis de l'autre, il y a le portraitiste. Et David est intéressant pour ça parce qu'il fixe les traits d'une façon de représenter les événements, ou du moins les personnages au moment de ces événements, en faisant une sorte de zoom. On voit par exemple Napoléon dans son cabinet de travail, on le voit dans un portrait inachevé au moment de la campagne d'Italie, qui fixe aussi non seulement les traits du personnage lui-même, mais qui vont donner une typologie pour la suite. D'accord. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans son cabinet de travail, ça va servir ensuite pour tous les portraits officiels des chefs de l'État. Et peut-être que le regard qu'on porte sur Napoléon ne serait pas du tout le même. Alors après, il y a eu d'autres tableaux, il y a eu d'autres représentations, même la gravure populaire, l'imagerie d'Épinal par exemple, tout ça vont beaucoup forger. Mais David a eu ça qu'il a réussi à traduire à la fois ce que voulait Napoléon et parfois dépasser même
pour le rendre plus permanent. D'accord. Et ça, c'est un élément intéressant que vont ensuite reprendre non seulement les peintres, et puis je vous le disais, les photographes, les cinéastes, pour justement se dire que l'image peut être utilisée de telle ou telle manière. David a été un grand précurseur dans ça. Et comment naît cette relation de travail? Est-ce déjà on peut parler d'une relation aussi amicale avec Jacques-Louis David, ou est-ce que c'est uniquement du travail? Et comment cette relation de travail vient? Parce que vous me dites si je me trompe, mais Jacques-Louis David a voté la mort de Louis XVI, et il était très proche de Marat, de Robespierre. Il y a un célèbre tableau qu'on vous met toutes les images des tableaux à chaque fois à l'écran. Le célèbre tableau sur Marat, qui est un hommage à Exactement. Marat. Comment est-ce qu'on en arrive là, justement, ce passé révolutionnaire, parce qu'il a été élu aussi à la Convention de mémoire. Comment on en arrive justement à cette relation de travail avec Napoléon? Justement parce qu'ils ont quasiment un parcours parallèle. David est plus âgé de 21 ans que Napoléon, et pour autant, ils ont connu, à des degrés divers, la Révolution. D'ailleurs, si David était proche de Maximilien de Robespierre, Napoléon était proche de son frère Augustin. Et donc, parce qu'ils ont été tellement impliqués, d'autant plus encore David, mais tellement impliqués au moment de la suite, c'est-à-dire au moment du directoire et de cette rencontre de 1797 entre les deux hommes, finalement, ils ont tout intérêt à se mettre ensemble. L'un, par ses pinceaux, peut servir la gloire de celui qui est en train de gravir les échelons, et l'autre a besoin justement d'avoir aussi quelqu'un pour l'accompagner, et ils vont oublier finalement ce passé un peu trouble de l'un et de l'autre, en se disant mais si on met nos pas communs dans une autre direction, peut-être faut-il réinventer autre chose. C'est ce qu'ils vont faire. Et ce passage du directoire ensuite au consulat et à l'Empire, eh bien David sera associé à quasiment tout. En tant que premier peintre, ça c'est officiel, mais même plus largement en peignant et en dessinant par exemple certains uniformes, des drapeaux, des cartes à jouer, des décors. Enfin, il n'y a pas que le peintre officiel, c'est qu'il est associé vraiment dans énormément de choses, même dans des festivités. Il avait été d'ailleurs un des grands personnages des fêtes révolutionnaires. Il va le continuer d'une manière ou d'une autre. Il sera vraiment associé à Napoléon, et en mettant leur destin en commun, finalement, ils sont bien trouvés. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'au moment de la première rencontre, il y a un mot très juste que David prononce vis-à-vis de ses élèves. Il leur dit « Mes amis, quelle belle tête il a. Il est beau, il est grand, il est pur comme l'antique. Mes amis, j'ai trouvé mon héros, c'est Bonaparte. » Et en réalité, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire déjà, bon, on va oublier ce qui s'est passé auparavant. Et en plus, il le voit comme étant dans une prolongation de ce qu'ont fait les chefs de l'Antiquité, les grands héros de la mythologie. Il se dit, voilà, en faisant de la sorte, je suis dans la continuité de ce que j'ai pu représenter dans mes peintures et aussi dans mon état d'esprit. Donc finalement, ils se sont bien trouvés, et ça va être dans une vraie sorte de mixité intellectuelle et une propension à travailler ensemble qui montre qu'il y avait déjà une affinité, mais qu'en plus ils l'ont fait avec beaucoup de talent. Et si vous deviez choisir un seul tableau de Napoléon peint par David, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Napoléon, qui ne connaît pas le travail de David, si vous deviez en choisir un seul, lequel vous... Le portrait dans son cabinet de travail. Aux Tuileries, il est là représenté, on est en 1811-1812, c'est juste avant la campagne de Russie. Napoléon est représenté quasiment, on dit bien par rapport aux témoins qui l'ont raconté, quasiment tel qu'il était, c'est-à-dire, d'autant que le tableau n'était pas destiné à Napoléon. Il était destiné au départ à un lord écossais, et donc Napoléon avait vu ça d'un très mauvais œil, et puis il s'est dit, bon, finalement, ça montrera que mon prestige va même chez mes adversaires, ou du moins dans ce cadre-là. Donc traverser la Manche, j'ai pas réussi à le faire, mais peut-être que mon image peut le faire. Et tant et si bien d'ailleurs que cette toile aujourd'hui, elle se trouve, après différentes acquisitions ou legs, la toile se trouve aujourd'hui à Washington. Et elle contribue beaucoup aussi à la popularité de Napoléon outre-Atlantique. Donc David a bien trouvé l'élément, c'est-à-dire que cette toile, elle synthétise vraiment ce qu'était Napoléon, elle le présente quasiment tel qu'en lui-même. Il est plus réel que finalement il l'était sans doute. Et en plus, le tableau a eu tel prestige que même Napoléon s'est dit non, c'est pas possible, il faut demander au peintre une réplique, ce qui va être fait. Et donc il y a une réplique où il change un peu l'heure qui est indiquée sur la pendule, où l'uniforme n'est pas le même. Et cette réplique aujourd'hui, elle est au château de Fontainebleau, ce qui montre que Napoléon avait tenu quand même à ce qu'il y ait une image de lui qui soit restée.
Et donc, pour les Français et pour les Européens, on peut le voir ici. Et pour ceux qui traversent l'Atlantique, ils peuvent l'admirer aussi à Washington. Finalement, il a trouvé son accomplissement des deux côtés. Et est-ce que les présidents, alors sans rentrer trop dans la politique, est-ce que les présidents s'inspirent encore de la figure de Napoléon Bonaparte? On a parlé des photographies présidentielles, etc. Ça joue, parce que inconsciemment, ça reste comme une sorte de figure type sur laquelle on va se fixer, soit pour exactement l'appliquer, soit pour s'en détacher, mais ça reste une référence. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que Napoléon est tellement écrasant, parce que 250 réformes, parce que c'est un nom qui est célèbre partout, parce qu'il est à la fois adulé et détesté. On n'arrive pas à s'en défaire complètement, donc les présidents cherchent parfois à situer vis-à-vis de cette période en particulier, d'où l'intérêt aussi de travail d'historien, parce que parfois on peut se rendre compte que des positionnements ou des postures ne sont pas forcément sans lien avec cette période-là. D'où l'intérêt justement de les étudier et de dire attention, il y a peut-être des choses qui sont encore en permanence aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux justement, des comparaisons entre Napoléon et Emmanuel Macron actuellement, mais aussi on l'avait fait déjà avec Nicolas Sarkozy. Hein. Oui, ça date pas d'aujourd'hui. On l'a fait du temps déjà du général de Gaulle. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quasiment récurrent, déjà du temps même de son neveu, Napoléon III, lorsqu'il arrive au pouvoir, il doit se positionner par rapport à son oncle, ce qui va être très compliqué pour lui. Et on voit bien que ça va le gêner un peu parfois dans certaines situations. Mais régulièrement, on dira d'ailleurs, et c'est resté dans le langage courant, on dit le Napoléon de la finance, le Napoléon du sport, le Napoléon de plein d'activités ou des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a réussi, mais qui a une réussite tellement fulgurante qu'il faut se méfier de ce qui va suivre. Ben, ça montre ça aussi, Napoléon. C'est que son destin est aussi un apprentissage et aussi une expérience à acquérir. Donc, c'est intéressant pour l'étudier et la façon dont on peut le présenter. C'est vrai que il n'est pas sans commune mesure avec sa période, qui est un moment de bouleversement complet. Et il en est un représentant tout à fait digne. On va jouer à un petit jeu maintenant. Vous pouvez jouer aussi avec nous. Quand on va au Louvre, par exemple, ou quand on voit un tableau de Napoléon, un peu à l'image des photographies aujourd'hui, on n'analyse plus, crois, les tableaux. On regarde dans son ensemble sans forcément essayer de le comprendre. On regarde parce que c'est beau, parce que ça attire l'œil, parce que les couleurs sont bien choisies et donc notre regard porte dessus. On va faire un petit jeu. Je vous montre 3 tableaux. Je vous les montre aussi à l'écran. Est-ce que vous pouvez me donner 5 éléments ou 5 détails à regarder pour mieux comprendre les tableaux Avec grand plaisir. C'est que des tableaux qui sont peints par David. Et donc le premier, c'est celui dont on parlait. Voilà, tout à fait. Alors, premier détail important, l'uniforme. C'est un uniforme de grenadier à pied de la garde, c'est l'habit bleu que Napoléon portait justement les journées un peu extraordinaires, les dimanches, jours de fête. Et donc, dans la réplique qu'il demandera ensuite à David, c'est de le présenter en uniforme de chasseur à cheval, l'habit vert, c'est le jour ordinaire. Donc déjà, il y a cet uniforme qui est assez révélateur. C'est un uniforme de prestige, on va dire. Et les colonels, qui était le grade qu'il n'a jamais porté. Il n'a jamais eu ce grade, il est passé directement de capitaine à général. C'était son rêve ultime d'être colonel, donc il l'a repris pour être plus proche de ses soldats. Ça, justement, le détail du colonel. De colonel à la fois aux épaulettes et puis à la tenue elle-même. Ça, c'est la première chose. Très bien. La second détail important, c'est l'heure. Il est 4h12 du matin. Et 4h12 du matin, ça montre que Napoléon travaille d'arrache-pied jour et nuit, puisque la bougie qui est en train de s'éteindre montre aussi ce caractère. L'autre détail, c'est sur le trône. On voit à la fois l'épée, donc le glaive bien évidemment, la puissance militaire, associée au code civil, qui est juste à côté. Ça montre à la fois l'alliance du civil et militaire, et puis aussi la façon dont Napoléon a pu appliquer son pouvoir. Et puis, cinquième et dernier détail, après l'uniforme, la pendule, la bougie, et puis cette association, 5e élément, et pas des moindres, c'est que légèrement sur le côté, on aperçoit des livres. En réalité, on est juste à côté du cabinet de topographie, ce qui montre aussi que Napoléon était un homme de culture, de science, de lecture. Il lisait abondamment tous les jours. Et c'était un amoureux fou à la fois de théâtre, de poésie, de romans, dans les prémices, mais il lisait tout le temps. Et donc la connaissance, ça donne aussi à voir que par rapport à tout ce qu'on a pu dire de Napoléon,
il reste aussi très attaché à cela. Et le document le plus important, c'est de montrer qu'à ses pieds, derrière lui, se trouve le volume de Plutarque, qui est une des bases essentielles de sa connaissance et un de ses livres préférés. Donc, on va dire que l'histoire de Napoléon est résumée par cette belle image qui est dans laquelle se niche un certain nombre de détails. On retrouve des abeilles, on retrouve plein de choses. Et c'est ça aussi, le foisonnement de tout ça est assez révélateur aussi de l'importance justement qu'on peut accorder à tout cela dans une image qui est totalement composée à partir d'éléments réalistes, mais totalement composée pour être la plus efficace possible. Donc ça, c'est le premier tableau. Oui. Avant qu'on passe au deuxième tableau, pourquoi est-ce qu'il a la main dans sa poche? Alors on a tout un tas de légendes. Plein d'explications. Il y en a 3 en réalité. La première, celle que tout le monde présente, c'est que souffrant déjà, il cherche à se Ça, le voit fatigué sur la photo, mais en même temps il est 4h du matin. Donc c'est pas tout à fait vrai. On va dire que ça peut aussi arranger les choses, mais c'est pas tout à fait vrai. La deuxième raison, elle est plus prosaïque, elle est plus simple, parce qu'on porte des culottes, puisqu'on est cavalier, et comme il n'y a pas de poche, ça permet de mettre la main dans une poche, en l'occurrence dans le gilet. Et puis la troisième, c'est en faisant de la sorte, on se tient droit, naturellement. Donc, on va dire qu'on a plus de prestance, on a plus de stature, et en faisant de la sorte, finalement, de trois raisons, on en fait une qui est plutôt bonne. Des postures qu'on a retrouvées chez Angela Merkel, par exemple, avec ses mains devant pour se tenir plus droit. Et puis, après Napoléon, tous les grands personnages de l'histoire du 19e siècle se sont fait représenter justement avec la main dans le gilet pour les mêmes raisons, que ce soit Chateaubriand, Victor Hugo, etc. Ça a été un phénomène de mode après. Oui, puis c'était déjà existant un peu avant, mais lui, on va dire, il va le fixer. Très bien. Alors on passe au deuxième tableau, celui qui est ici, qu'on évoquait tout à l'heure. Le passage de Grand Saint-Bernard. Exactement. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a celui qu'on voit là, c'est l'original, qui se trouve aujourd'hui au château de Malmaison, qui a aussi une histoire avec un beau parcours. Au départ, il était destiné à partir de l'autre côté des Pyrénées, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il est parti à Madrid. Et voyant cela, Napoléon, qui était encore Bonaparte, on est encore avec le premier consul, on est sous le consulat, il demande 5 répliques à David. Et David, pour ne pas qu'on les confonde, pour les différencier, va changer à la fois la couleur de la cape, la robe du cheval, certains éléments. Mais ce qui est important, dans les détails, c'est d'abord le doigt tendu. Bien sûr. Ça montre la direction à ses soldats. On est en train de passer le col du Grand Saint-Bernard et on s'apprête à faire le combat vers Marengo. Le deuxième détail, c'est à l'arrière-plan, ce sont les soldats qui sont en train de commencer à monter avec notamment des canons, et donc on voit ce train d'artillerie qui est en train de passer. Le troisième détail intéressant, c'est que Napoléon ici a le bicorne qui n'a pas encore exactement sur la fin, là il reste encore très traditionnel. Le bicorne, il était porté de 2 manières, soit on le mettait en colonne, c'est-à-dire dans le sens de la marche, soit en bataille, c'est-à-dire parallèle aux épaules. Là, il est un peu entre les deux, donc on va dire que c'est une étape encore intermédiaire. On est en transition, c'est un moment intéressant de voir qu'il est en train de se positionner. Ça, c'est le troisième élément important. Le quatrième, ce sont les noms qui sont inscrits au pied. Parce que Bonaparte, je les ai vus quand j'ai regardé celui-ci, mais quand j'ai... Bonaparte est indiqué, donc gravé de frais évidemment, puisque ça vient juste de se passer, mais à ses pieds se trouvent Hannibal et Carolus Magnus, traduisez donc Charlemagne. C'est montrer qu'il se met dans les pas des anciens. Et comme Hannibal avec ses éléphants ou Charlemagne, il passe au même endroit, à peu de choses près, que là où c'était déjà écrit l'histoire. Donc, il se met dans les pas. Et la cinquième, et c'est pas vraiment la plus inintéressante, c'est de se dire que David le représente à dos de cheval, alors qu'en réalité, il l'a passé à dos de mulet. Et pour le prestige, pas la même classe. Pour aussi rendre hommage aussi aux soldats et aux sacrifices qu'ils ont faits, et puis aussi pour montrer une composition plus héroïque, on le fait passer à dos de cheval, comme auparavant les grands personnages de l'Antiquité ou de l'histoire de manière générale avaient pu le faire, c'est-à-dire se dire, c'est aussi pour glorifier tout un mouvement. Et ce cheval qui se cabre, c'est une représentation. On a beaucoup de représentations de rois avec un cheval. Oui, alors après, il y a des interprétations. Mais là, il ne faut pas voir autre chose qu'un caractère glorieux et qui cherche aussi à occuper tout l'espace de la toile de façon à la fois esthétique et puis valeureuse. Très bien. On passe au troisième tableau, qui est
l'un des plus connus, le plus fameux peut-être de Napoléon. On pourrait rester des heures, mais on va rester sur 5 détails. Les 5 détails, ils sont importants parce que ces 5 détails, Napoléon lui-même y a veillé. D'abord, la première chose, c'est que figure sur l'ensemble de la toile 200 portraits. D'accord. Et parmi ces 200 portraits, il en est un qu'il faut rappeler, c'est celui de Madame Mère, qui n'était pas présente à la cérémonie, donc c'est le premier détail, qui n'était pas présente à la cérémonie et qui a été rajouté par David à la demande de Napoléon, qui souhaitait absolument que sa mère figure dans cette scène pour montrer que le clan Bonaparte était uni, que la famille n'avait pas de problème, ce qui était pourtant le cas à l'époque, puisque Napoléon s'était fâché avec 2 de ses frères qui ne voulaient pas prendre épouse sans en référer à leur frère. Donc, on va dire que Madame Mère... Elle était contre cette union aussi. Oui, et puis elle était partie Joséphine. effectivement avec Joséphine, mais elle figure sur la toile, donc ça, on va dire que c'est un des détails importants de cette scène. Voilà. La deuxième chose importante, c'est de rappeler que Napoléon est entouré de tout ce qu'on appelle les régalias chez les rois, c'est-à-dire les insignes du pouvoir. Et ils sont portés en particulier par des personnages importants qui l'entourent, que ce soit Cambacérès, Lebrun, Berthier, donc des personnes qui l'entourent de manière proche, qui ont été pour l'un et pour l'autre second consul et troisième consul, et qui sont maintenant archi-trésoriers, archi-chanceliers, donc qui sont vraiment associés au plus près de Napoléon. Cambacérès, on peut considérer même que c'est le premier ministre de l'époque. Donc vraiment, il connaît tout, etc. Et sur le champ de bataille, c'est Berthier. Donc les 3 personnages importants, ils sont là. Ça, c'est le deuxième détail. Le troisième, c'est que Joséphine, elle est au cœur de la situation. Bien sûr. C'est elle qui se fait couronner dans ce moment-là. On parle du sacre de Napoléon. Mais c'est le sacre de Napoléon et le couronnement de Joséphine. Et ça montre bien que les 2 instants de cette journée du 2 décembre sont vraiment réunis dans cette même scène. Et donc autour de Joséphine, on retrouve à la fois sur le côté droit son fils Eugène de Beauharnais, qui se trouve juste au-dessus de Talleyrand, et à gauche, dans le groupe des sœurs et frères, il y a également les belles-sœurs, et en particulier Hortense de Beauharnais, qui avait épousé Louis Bonaparte. Et qui a à son bras, donc c'est le troisième détail, à son bras son premier fils, son fils aîné, qui au moment où le tableau est achevé en 1808, et bien cet enfant est déjà décédé. Il est mort de la maladie de Krupp. Donc on imagine l'émotion à la fois de sa grand-mère Joséphine et de sa mère Hortense quand elles ont vu le tableau. Elles ont vu cet enfant qui entre-temps avait disparu dans des conditions tragiques. Donc ça c'est le troisième détail. Le quatrième, il est intéressant, c'est que au moment où tout ça est composé, eh bien, il faut se rendre compte qu'il y a un seul personnage qui nous regarde de face. Il s'appelle Estève. Et le comte d'Estève, c'était trésorier général. Ce qui veut dire que c'est le payeur. C'est lui qui va régler à David la note qui était prévue. Donc, s'il le présente de face, c'est pour dire, attention, c'est lui qui on se connaît, on se détaille. Et lui, donc, nous regarde de face. Et celui qui compose cette scène, c'est David lui-même. Il est dans la tribune. Donc, on va dire qu'il s'est représenté à la fois comme témoin pour montrer qu'il était bien présent et pour dire aussi à toute cette assemblée, c'est moi qui vous ai mis dans cette scène-là. Ça, c'est le quatrième détail, on va dire le double portrait d'Estève et de David lui-même. Et le dernier, c'est le plus passionnant peut-être, c'est qu'en changeant un petit peu l'attitude de Napoléon qui au départ devait se couronner lui-même et qui là couronne Joséphine, il se penche légèrement en avant et donc entre le pape et Napoléon se trouve un personnage qui a été rajouté. On voit encore l'ombre de Napoléon qui apparaît au-dessus de ce personnage avec sa couronne, mais à la place, pour occuper l'espace vacant, David, et on a recherché dans les carnets de dessin au moment de l'exposition du Sacre où j'étais commissaire adjoint, on a recherché les visages, etc. Et dans le carnet de dessin, mais beaucoup plus en avant, en remontant le temps, eh bien, on a retrouvé le buste de César, et en fait c'est le visage de César que fixe David comme une sorte de clin d'œil à l'histoire entre le pape d'un côté et Napoléon qui se couronne. On va dire que l'héritage de César, il est tout trouvé, et ce césarisme politique, avant l'heure, eh bien, il est incarné par ce dernier détail, le cinquième, qui, à mon avis, n'est pas le plus inintéressant de la série. J'ignorais ce détail, parce que j'ai fait des recherches aussi avant, ouais. de présenter ces tableaux, et je ne connaissais pas ce détail de César. Et c'est vous, avec les autres commissaires avec Sylvain Lavessière et Alain Pouchetou, on a retrouvé dans ces carnets de dessin, et on l'a indiqué dans le catalogue de l'exposition. Très bien. Aujourd'hui, Napoléon, on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs images qui parcourent le temps, tant les caricatures que des tableaux comme celui-ci. Quelle image de Napoléon, ou quelle légende aujourd'hui, traverse le temps, mais demeure fausse?
Il y en a beaucoup parce que entre-temps, depuis ce temps de la mort de Napoléon, la légende s'en est emparée et surtout il y a eu des moyens très divers. Je disais, il y avait la gravure populaire et puis entre-temps, il y a le cinéma, la télévision, les réseaux sociaux. Donc on va dire que Napoléon devient une forme de personnage de pop culture qui a irrigué quasiment tous les aspects, toutes les strates de la société. On l'a étudié, on l'étudie peut-être un peu moins parfois, mais ça reste quand même une référence. Et donc, il a touché quasiment partout. On voit des Napoléons au cinéma, il y a eu plus de 1000 films. C'est le personnage le plus porté à l'écran. Et je ne parle même pas des séries. Dans Carême, on parle de Napoléon. Sur le Comte de Monte Cristo, on parle de Napoléon. Donc, à la fois par la littérature, par toutes les interprétations qu'on peut en donner, il est quasiment partout, ou du moins, on en parle partout. Même dans des films anodins, vous verrez, dans des clips vidéo, dans des musiques, il y a un Napoléon qui se trimballe quelque part où il y a une référence. Ce qui montre que ça reste une figure à la fois tutélaire et parfois c'est pour se moquer. Donc on va dire que tout le monde a les codes parce que Napoléon c'est un personnage qui est facile à comprendre. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des ventes aux enchères qui fonctionnent parfaitement, lorsqu'il y a des reconstitutions historiques qui drainent énormément de public et qui passionnent énormément de gens pour découvrir l'histoire vivante, eh bien Napoléon, ça reste une valeur sûre. Les produits de vente aux enchères fonctionnent parfaitement. Les produits dérivés aussi. Les produits dérivés, les boutiques, il y a une boutique Napoléon. Vous avez des Napoléons partout, que ce soit dans la publicité, dans plein de choses. Même au pied de l'immeuble, parce que j'en ai croisé en revenant ici. Il y a des enfants qui se déguisent en Napoléon. Vous mettez la main dans le gilet, vous mettez un bicorne, tout le monde dit tiens, il se prend pour Napoléon. Voilà, ça montre aussi, et puis on disait que les fous se prenaient pour Napoléon parce que il était dans quasiment toutes les conversations du 19e siècle, c'est moins le cas aujourd'hui. Il y a moins de fous qui se prennent pour Napoléon aujourd'hui dans les asiles. Je plaisante, mais c'est révélateur en réalité de la position qu'il occupe dans la société et la façon dont on peut le mettre quasiment à toutes les sauces. On est dans un monde où les guerres éclatent un peu partout. Je ne dirais pas de plus en plus, je ne suis pas très vieux, je n'en ai pas connu beaucoup. Mais est-ce que si Napoléon était aujourd'hui empereur en France, ou président, peu importe, peu importe la position, est-ce qu'il serait plus actif sur un champ de bataille ou sur les réseaux sociaux à faire de la propagande? On le voit avec Donald Trump aujourd'hui qui essaie de se positionner un peu partout. C'est compliqué parce que les conditions ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne peut pas se dire que l'histoire se répète, souvent même elle bégaye mais elle ne se répète pas tout à fait. Donc ce serait compliqué de faire de l'histoire fiction. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au moins dans une situation qui était quasiment inextricable au moment où il arrive au pouvoir, pendant 3 ans, il fait la paix avec quasiment tous les adversaires et il installe une stabilité, il met en place une stabilité sociale et politique qui reste quand même une référence. Alors ça ne va pas durer, parce qu'il y a des différends avec les Britanniques, parce qu'il y a des problèmes aussi économiques importants, parce qu'il y a un problème d'ego et parfois aussi d'ambition, mais il n'en demeure pas moins qu'il a réussi ce que la Révolution n'est pas fait. Et quand vous parlez aujourd'hui de Révolution, on pense toujours à des personnages comme Olympe de Gouges, comme bien sûr Robespierre, comme Marat et autres. Mais celui qui a vraiment synthétisé et mis fin à la Révolution, qui l'a achevé dans le sens complet du terme, qui a terminé la Révolution, ça reste Napoléon. Donc pour ça, il a permis à la France de se retrouver dans un moment qui était difficile, parce que lui-même, comme David d'ailleurs, ils avaient été dans les meilleures écoles royales, et embarqués dans la Révolution, ils se sont dit, mais finalement, peut-être faut-il arriver à faire cette synthèse-là. Et c'est ce qu'ils sont parvenus ensemble, par l'image et bien sûr par les actions. Vous avez un objet ici particulier qui représente ou qui a appartenu peut-être à... Oui, c'est son buste. C'est son buste qui elle représente à 2 périodes de sa vie. C'est intéressant, c'est 2 bustes. L'un en tant que général par Corbet, mais ça c'est déjà sous le Second Empire. Et l'autre qui était le buste officiel par Chaudet, qu'il représente en tant qu'empereur. Et qui regarde du côté de l'Antiquité romaine, qui était vraiment sa référence ultime. Il était pétri de culture classique, il disait, comme on l'a dit tout à l'heure, Plutarque, Cicéron, Thucydide, enfin tous les grands textes. Et donc ce buste aussi révèle dans quelle optique il voulait régner et comment il a voulu intégrer son pouvoir. Merci infiniment, David,
pour cette interview riche. On a parcouru à la fois votre parcours en tout début d'interview, celui de Napoléon aussi, de David, essayer de comprendre un petit peu leur relation, ce qu'ils avaient pu s'apporter chacun, et puis la postérité de Napoléon. Merci pour l'invitation. De faire une interview, parce qu'il y a tellement de thèmes et de sujets à aborder qu'on essaye d'être concis. Oui, mais on essaye aussi de donner à voir ce qu'on découvre, donc c'est ça aussi, c'est le partage. Et c'est en cela que c'est passionnant. Donc merci pour l'entretien. Merci à vous d'avoir accepté. Et donc si on veut en savoir un petit peu plus, vous pouvez découvrir le livre de David Chantrenne sur Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. Le titre est plutôt bien trouvé, mais ça a été réfléchi. Et puis la revue du souvenir napoléonien. Qui est une revue trimestrielle avec un hors-série et à laquelle on peut adhérer et donc s'abonner sur le site internet www.souvenirnapoléonien tout attaché sans accent.org. Très bien. Est-ce qu'on peut suivre vos conférences aussi? Est-ce que vous avez des conférences Il y a également tout l'agenda qui est indiqué, donc on peut retrouver tout ça sur le site du Souvenir napoléonien. Très bien, merci infiniment. Et si vous voulez retrouver aussi l'actualité monarchique, dynastique, des portraits, avec notamment ceux rédigés par Frédéric de Natal, vous pouvez accéder au site Revue Dynastie, et puis vous avez un tas d'articles, vous avez des magazines aussi qui sont disponibles à la vente, et puis sur la chaîne YouTube, vous avez d'autres vidéos avec le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, le prince Stéphane Beloselski, on va à Thoiry aussi découvrir le zoo, mais aussi l'histoire du château avec le comte Paul de la Panouse. Plusieurs petites vidéos à retrouver. On a fait aussi une interview avec la princesse Yasmine Murat, qui est liée à l'histoire de Napoléon. Bien sûr. Merci infiniment. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la revue Dynastie.